quand j'entends quelqu'un qui dit qu'on est dans le concret, qu'avec Talon, c'est le concret, que tout le monde voit les réalisations, j'ai envie de demander à ce monsieur s'il a visité la Côte d'Ivoire et le Ghana dans les années 2000. C'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Il va remarquer que ce qui est en train d'être réalisé maintenant est obsolète ou bien c'est du noviciat par rapport à ce qui existait dans ces deux pays dans les années 2000. Et ces deux pays-là sont à quelle étape aujourd'hui par rapport à la France? Quelle autonomie ils ont? Est-ce qu'il y a pour autant la joie au sein de leur population? Pas du tout. Le combat continue chez eux et le peuple continue de se plaindre. Ça veut dire que le problème n'est pas dans les réalisations. Houphouët a fait des années, il a mis beaucoup de moyens, on a vu, mais au finish, le peuple continue de réclamer. Le problème n'est pas dans l'enfumage pour montrer ce que tel a fait, ce que tel a fait. Or, malheureusement, le peuple est tellement naïf et c'est ça qu'on met devant pour le tromper. Donc, il faut qu'on efface cette manière de montrer qu'on a réalisé quelque chose. Tout le monde peut le faire, n'importe qui peut le faire. Il suffit d'une question de volonté. Maintenant, dans cette logique, je voudrais plutôt qu'on évalue le président par rapport à ses promesses et non par rapport à ce... Qu'il fasse leur audit et puis nous allons analyser les conclusions. Nous allons analyser les conclusions quand ils vont finir. Nous serons tous informés parce qu'ils sont en train de travailler actuellement. Et puis on verra parce que actuellement on n'a pas encore la conclusion de leur audit. On n'a pas le rapport encore. Donc attendons qu'on ait le rapport. Si on a le rapport, nous allons analyser, nous allons interpréter. Bon, maintenant tout ce qu'on a dit maintenant, tout ce qu'on va dire actuellement, ça va servir à quoi? Puisque vous parlez de l'audit, le gouvernement a cédé aux préoccupations de l'opposition. Bon, le débat est clos. Normalement, il ne doit pas de débat actuellement. Ça, c'est par rapport à l'audit. Pour le code, moi, je dirais que il est temps qu'on discipline un peu les acteurs politiques. Parce que pendant des années, ce pays a été pris en otage par ces acteurs politiques. Moi, je n'ai même pas de sentiment pour eux tous inclus. Quand on me dit acteurs politiques là, c'est des gens qui vivent seulement sur leur intérêt. Ils n'ont jamais pensé au pays. Les acteurs politiques, ils veulent quoi? Ça veut dire que mettre le peuple devant, monter le peuple va se faire tuer. Et mais un jour élu. Quand vous voyez les députés... Il a déjà son équipe et lui-même, il est encore l'arbitre. Et même dans son équipe, personne ne peut dire c'est moi, je vais mettre le but. Ou bien personne ne peut se décider à être le défenseur qui va aller mettre le but dans la case. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut qu'on se lève tous pour dire non à ce fichier électoral qui est d'abord chrysogène, d'abord pour commencer, et ce code électoral qui est aussi chrysogène et mortifère, qui serait plus dangereux. Plus dangereux, ce code-là serait plus dangereux que les trois élections passées. Ça va faire plus de morts. Parce que là, maintenant, on va plus tirer sur des gens dans leur maison. On va maintenant tirer sur des gens comme des poulets dehors. Et c'est ce qu'il est en train d'attendre à faire. Parce qu'il veut faire un truc comme ça, que les gens se lèvent dans la brutalité et qu'ils disent que le pays n'est pas en paix, donc il ne va pas céder le pouvoir. C'est un malin, hein. Adigma Srego, c'est un malin dictateur. Parce qu'il laisse tout le monde, c'est à 2 mois maintenant, c'est à 2 mois qu'il va se décider. Si lui là, on lui avait fait comme ça, est-ce qu'il aurait l'outrecuidance de se présenter au moins 6 mois avant de venir candidater? Donc, le problème qui se pose ici, et ce qui se passe, c'est que les Béninois doivent se lever, mettre la pression sur le gouvernement dictatorial. Par rapport au code électoral, par exemple, Talon, le président actuel, il a montré les limites de notre classe politique
C'est tout. Parce que c'est le système partisan qui accentue maintenant ce code électoral que nous avions aujourd'hui. Et s'ils sont avec lui, il a certainement déjà expliqué quand même le système partisan et ils sont tous déjà d'accord. Si aujourd'hui ils ne parlent plus, donc ils doivent respecter cela. C'est pourquoi aujourd'hui, personne dans la mouvance ne peut pas se lever et dire quoi que ce soit parce que quoi, vous avez déjà signé un accord déjà depuis le début. Et le gars, avant de venir, c'est celui qui quoi, il vous a déjà parlé du système partisan. Il veut mettre de l'ordre quand même dans notre classe politique. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Moi, je pense très bien que quoi, ce qu'il est en train de faire là, c'est mettre de l'ordre dans la chose. L'argument que l'on utilise aujourd'hui, c'est que quoi, si ce système partisan ou bien si ce code électoral était là, est-ce que lui là, il sera président? Certes, il ne sera pas président, mais pourquoi ces prédécesseurs là n'ont pas vu les choses comme ça? Si eux, ils avaient fait des choses comme ça, est-ce que lui sera là? Filédien Weno Bessi, ça commence toujours quelque part. Ça commence toujours quelque part. Donc, la seule chose que nous pouvons dire, c'est quoi? Qui sont ceux qui forment la classe politique aujourd'hui? Le pays a été trahi depuis 2016, l'avènement de 2016. Notre cher aîné, notre cher grand, là, le candidat Azanaï, qui aujourd'hui parle, il nous a déjà trahi depuis. Si déjà lui, on lui a proposé d'être candidat, déjà, il dit que quoi, lui ne peut pas parce que lui, il a la vision, l'intérêt général et l'autre est privé. Et il se permet maintenant de soutenir maintenant le privé là, pour être quand même quoi, un ministre d'État qui, après, on l'a trahi, il a accepté maintenant d'être ministre délégué. Et après, il a démissionné et tout ça là. Ça veut dire que quoi, il a déjà trahi le pays. Maintenant, ils sont en train de nous vendre quoi aujourd'hui? Et surtout, espérer changer les choses ou obliger le régime en place à se conformer à ce qui va nous arranger vis-à-vis de ce qu'on estime être l'idéal, c'est qu'il faut imposer un rapport de force. Et ce rapport de force, parce que ça a été le cas dans la politique, ce ne serait pas de sortir dans les rues, mais ça va être de se regrouper. Aujourd'hui, pour modifier le code électoral, évidemment que ça doit se faire à l'Assemblée. À l'Assemblée, quel est le parti majoritaire? C'est la mouvance de loin. Donc, si on est démocrate, je pense que si on lance aujourd'hui le vote, c'est qu'on sait qui va l'emporter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le parti au pouvoir puisse concéder un peu sa force et avoir un peu de recul? C'est que le rapport de force qu'il faut, c'est qu'il faut amener le camp d'en face à comprendre qu'on est capable de se regrouper. Si aujourd'hui l'opposition arrive effectivement à se regrouper, à laisser les divergences et à se mobiliser comme un seul homme, ça fera peur au parti d'en face. Pourquoi? Parce que le code électoral, quand bien même qu'il discrimine une partie, il ne donne pas toutes les chances non plus au parti d'en face. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui on réussit, par exemple, je vais caricaturer, hein, si aujourd'hui Adiavon, même s'il n'est plus au pays, il a quand même une base, il a quand même une force. Si aujourd'hui les Soglo, avec tout ce qui s'est passé, ils ont quand même une base. Si aujourd'hui le camp de Yahi, si aujourd'hui tous ceux qui se sentent déçus de ce qui s'est passé démocratiquement décident de se mettre ensemble, on est sûr que quelles que soient les manigances, y compris Azanaï, quelles que soient les manigances, c'est que même s'ils ne peuvent pas avoir les 20% partout, ils seront capables de mettre le régime en place à l'échec dans au moins une circonscription où ils ne pourront pas avoir les 20%. À partir de ce moment, le rapport de force s'impose. Tant vous n'avez pas réussi à avoir les 20% partout, même si nous, on n'a pas réussi, c'est qu'on aurait pu empêcher que vous ayez un 20% quelque part. Et si le régime en place voit déjà cette menace arriver, à partir de ce moment, le rapport de force fera qu'une crainte va les amener à dire, bon voilà, on va peut-être rester sur les 10%, on va peut-être ouvrir un peu pour éviter le chaos. Donc moi, je pense que c'est... À tous les amis qui sont là, j'aime bien l'interview suppose, comme on a quand même Fofana qui est là depuis un moment, on va lui permettre déjà de donner ses premières impressions par rapport à ce
fichier électoral et par rapport à l'analyse de candidat Zalani par rapport au fichier électoral et puis au code électoral, est-ce que l'urgence aujourd'hui, est-ce que c'est de corriger le fichier électoral ou bien d'aller vers le code électoral qui comporte des articles qui vont éventuellement conduire à l'exclusion, encore une fois encore, des partis politiques, des personnalités politiques, et ce code électoral va constituer une barrière insurmontable pour une élection inclusive en 2026. Donc, Fofana, vous pouvez ouvrir votre micro, vous pouvez donner déjà vos premières impressions. Et comme ça, si j'ai d'autres amis là qui souhaitent prendre la parole, vous pouvez demander à monter aussi. Et continuer à aimer le live et à le partager aussi. Et puis, donc, Fofana, allez-y. Oui, merci, monsieur Jules Diossou. Je suis très content que cette émission est en train de tourner sur le fichier électoral et le code électoral. Et ce qui est vraiment primordial, c'est le code électoral d'abord. Parce que le fichier électoral, il n'y a pas de feu dans la demeure. Parce que les électeurs sont dans la triste obligation de s'enregistrer d'ici là, parce qu'on a encore assez de temps. Mais pour le code électoral, c'est ce qui est dangereux. Parce que là, c'est pour bloquer tous ceux qui vont chercher à passer les présidentielles de 2026. Parce que si on n'arrive pas à mettre la pression sur ce gouvernement dictatorial pour qu'il comprenne que la meilleure manière pour ne pas amener de brouhaha dans le pays, c'est de respecter le code, la constitution, de respecter la constitution afin que tout le monde puisse avoir la possibilité de se présenter. Parce que ce qui se passe là maintenant, il y a beaucoup qui ne peuvent pas se présenter parce que jusque-là, vous voyez, aucun, même les membres même du BR et du de l'UP, les partis siamois du dictateur, aucun parmi eux n'est arrivé aujourd'hui déjà à parler de la candidature de quelqu'un qu'ils veulent prendre ou nommer comme président de la République de leur parti siamois. Et ça crée des problèmes au sein de la masse populaire. Et nous allons dire que les autres partis et de l'opposition et les opposants, personne ne peut soulever le petit doigt. C'est seulement Kémi Séba qui a eu le courage, jusqu'à présent, de dire qu'il veut se présenter. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas un seul qui s'est pointé déjà pour lever le doigt, qu'il est présidentiable. Nous avons vu celui qui a levé le doigt dans le BR pour hausser la voix, on l'a supprimé, on l'a chassé. Et des gens qui veulent faire quoi que ce soit, on est derrière eux. C'est à cause de ça, je vais dire, par exemple, qui sont en train de pourchasser le général Louis Philippe Houndé, qui est directement associé à Kémi Séba, ou qui est un ami de Kémi Séba. Donc, ils sont en train de mettre la pression sur tous ceux qui vont bouger pour dire qu'ils seront présidentiels. Si, à Dimas Rego, lui, il était venu voir un code électoral aussi chrysogène, aussi exclusif, pour que lui, il vienne de l'extérieur et venir se présenter, prendre la tête de l'État sans même avoir un parti. Et c'est lui qui est en train de dire aujourd'hui qu'il faudrait que les autres aient d'abord un parti avant de s'inscrire. Où est-ce qu'il a vu ces trucs-là? Si ce n'est pas de l'exclusion, c'est un système pour pouvoir exclure tous ceux qui ont le courage de se présenter comme président de la République. Ce n'est pas seulement les dauphins, les baleines, les requins de ce dictateur qu'il va essayer de nous imposer, qui vont nous diriger dans ce Bénin-là. Il y a beaucoup de gens qui sont des intellos, des intellectuels qui peuvent gérer, diriger ce pays sans cette corruption digitalisée que lui, il a amené dans le système pour pouvoir voler les Béninois, pour pouvoir gruger les Béninois, pour pouvoir gruger les contribuables béninois qui investissent,
qui paye son salaire, qu'il est incapable de nous dire combien il gagne depuis 8 ans ou depuis 9 ans, il n'a pas eu le culot de dire quoi que ce soit. Aucun des ministres, quelqu'un n'a jamais eu le courage de dire combien il gagne. Et où allons-nous? C'est dans quel pays on est? C'est les gens qui payent. C'est les Béninois qui payent vos salaires. Et vous ne voulez pas leur dire combien vous prenez de leurs mains. Ce n'est pas sérieux ça. Maintenant, vous voulez leur interdire même de parler, de se présenter pour des présidentielles. Là, ce n'est pas sérieux. Bi-Africa, Monsieur Jules Jossou, ce n'est pas du tout sérieux. De la part d'Adigba Srego, qui est venu dans le pays sans avoir un parti. Il n'a pas un seul parti avant qu'il ne soit revenu de l'extérieur pour être président, pour être présidentiable au Bénin. Si tout le monde voulait aussi faire de la même sorte, je crois que lui, Adigba Srego, il ne viendra pas pour retrouver un siège vide et pour s'inscrire. Et je crois que nous devons mettre pression sur ce gouvernement dictatorial pour qu'ils comprennent que la loi dans un pays, il faut la respecter. La constitution, il faut la respecter. Il faut que nous prenions le cœur et le courage de mettre notre peur de côté. C'est pourquoi Adigba Srego veut nous diriger avec la peur, avec les lois électorales qui déposent un peu partout. Et il faut voir qu'est-ce qui se passe. Eux-mêmes, ils sont incapables de respecter le code numérique dont ils sont en train de parler. Nous avons vu là, dans ce pays-là, nous avons vu d'Huawei, nous avons vu à Lévis, et nous avons vu le porteur des mensonges répétés de la République qui ont même menacé de mort Kémy Séba. Et la justice n'a rien dit. La CRIEC n'a rien dit. Le numérique n'a rien dit. Le MMA, Revioso et le directeur de la Sénine, aucun d'eux n'a broché, ouvert la bouche pour dire quoi que ce soit. Je veux parler de monsieur Mérégan Fagla Wanyilo. Des gens comme ça, s'ils sont dans le pays et qu'on ne parle pas, qu'on ne leur dise pas de vérité, ils ne vont pas comprendre. Il faut que nous mettons la pression sur ce gouvernement dictatorial, sur Adigba Srego, le dictateur Adigba Srego, pour qu'il retourne et retouche ce code électoral 2026 qui sera plus chrysogène, mortifère que les crises antérieures. Donc, il faudrait que les gens comprennent et que les Béninois se lèvent enfin maintenant pour parler. Ce que moi j'ai vu là, j'ai entendu la semaine dernière sur ce TikTok, les gens disent qu'ils sont en train de travailler, mais moi j'ai discuté avec un monsieur qui travaille dans le génie civil. Et on fait des voix aujourd'hui maintenant, et ce monsieur est dans la triste obligation de me demander qu'il veut sortir du pays. Vous voyez les têtes que nous avons dans le pays, on a de bonnes têtes dans le pays. Mais tant que ce code électoral ne sera pas retouché, ce code électoral ne sera pas mis sur la table pour que les gens discutent de ça, je crois que ce serait pas possible, ce serait pas un truc qui serait capable d'être fait, qui serait un bonheur pour le Bénin, parce que les Béninois ne sont plus des enfants aujourd'hui. Même la conférence nationale a eu déjà plus de 35 ans, et il faudrait que Adigba Srego comprenne qu'il n'est pas venu dans un pays qui n'avait pas de loi, qui n'avait pas de constitution, qui n'avait rien, qui n'avait pas un code électoral. C'est ce que moi je continue toujours de dire, que si le code électoral était vissé de cette manière, lui, Adigba Srego, le fuyard Adigba Srego, il ne viendra pas devenir président de la République sans un parti, parce que lui, il est arrivé au Bénin, il n'avait pas de parti. Tous ceux qui ont travaillé avec lui, il les a foutus dehors. Même les investisseurs, tous les gens qui investissent dans le pays, il les a tous foutus au dehors. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on exclue des gens parce qu'on veut s'accaparer toutes les richesses du pays. Même le pétrole qui est là, Adigba Srego ne veut pas nous parler. C'est à cause du pétrole, de tous ces trucs-là, de l'or de Péreret. Moi, j'ai discuté avec une cousine à moi qui a parlé avant-hier, qui m'a dit, elle est à Parakou. Elle dit ce n'est pas possible qu'il y a plus de morts au niveau de la population dans le nord qu'on ne nous dit pas. Vous voyez, avec des gens de choses comme ça, on ne peut pas continuer de garder un dictateur. Ce n'est pas seulement les morts du 10 janvier là. Ce que Azanaï disait, c'était la réalité.
C'était la réalité. Il a touché le système et je crois que la Marina est en train de trembler. Je crois que Adigba Srego, le dictateur, est en train de trembler. Je sais que les ministres de ce gouvernement dictatorial, que ce soit le porteur des mensonges répétés, que ce soit Wanyilo, que ce soit Badamasi, que ce soit Janvier Yahwehou, ils sont tous en train de trembler. Que ce soit ABT, ils sont en train de trembler et tous au niveau du gouvernement. Parce que Candide Azanaï a touché des points culminants que eux-mêmes, ils n'ont pas le culot de toucher. Et je crois que avec ces principes, les Béninois doivent se lever une fois, parce que sinon nous allons perdre les pans de notre pays petit à petit jusqu'à ce que Adigba Srego prenne le pouvoir encore. Il est en train de faire tout ça pour ne pas quitter le pouvoir. C'est la même technique que le dictateur, le Bourki de Sendou, Alassane Dramane Ouattara, a utilisé en Côte d'Ivoire. Et il a fait passer le 3e mandat de force jusqu'à décapiter Kofi Toussaint. La même chose que le dictateur a fait pour tuer Dame Amoussou, à Huigo, et puis tirer sur toute l'étendue du territoire avec une garde rapprochée rwandaise qui tire sur la population béninoise. Ces génocidaires qui sont dans le pays, il faut que les gens commencent à dire non, non, non à ce code. À ce code, monsieur Gilles. Moi, je demande Fofanik, le seul musicien, artiste musicien, qui n'a pas sa langue dans sa poche, continue de vous le dire. Je suis un musicien, artiste musicien béninois en plus. Donc, même si je ne suis pas au Bénin, j'ai tout le temps des coups de fil avec des Béninois qui se plaignent, des Béninois qui veulent sortir, des Béninois qui partent. Et c'est le problème, c'est ce que ce code-là est en train de créer aujourd'hui maintenant. La fuite des têtes pensantes du pays. Parce que celui qui m'a demandé hier qui veut voyager, c'est un ingénieur en BTP. Il a fait le génie civil. Et tous ces gens-là sont en train de partir du pays parce que la politique du code électoral est en train de faire fuir tous les jeunes du Bénin. Et le jeune qui était en Algérie, qui m'avait parlé avant-hier, ça fait déjà 3 jours, il me l'a dit, il dit, il faut, donc, ça veut dire qu'on nous dit qu'on fait le développement, mais le développement n'amène à rien, ça fait fuir les têtes du pays. Quand les jeunes vont mourir dans la mer Méditerranée ou bien Atlantique, personne ne dit rien. Il n'y a pas un gouvernement qui soulève le petit doigt. Et quand ce code-là ne sera pas retouché, nous n'allons pas avoir la paix dans ce pays. Parce que Adigba Srego, le dictateur, il sait ce qu'il veut faire. Il sait là où il veut en venir. Là où il veut conduire le peuple. Je vous dis, Adigba Srego n'aime pas les Béninois. Adigba Srego, le dictateur, Adigba Srego n'aime pas les Béninois. Il n'aime pas les Béninois. Sinon, comment est-ce qu'on peut dire? Moi, ma cousine qui m'a appelé avant-hier, elle me dit, Nine, pourquoi ne les doit? Adjudant. C'est tout juste pour pouvoir avoir un seul type à la tête de la police républicaine pour pouvoir le corrompre. C'est pourquoi le monsieur-là, il a mis ce fructueux Gbagidi-là, lui seul, il a mélangé tous les policiers, il a mélangé les douaniers, il a mélangé tout le monde, et pour en faire seulement un seul qui est ce fructueux Gbagidi, à qui on donne des milliards, et il se tait, il regarde le pays trembler. Mais ils n'ont qu'à savoir qu'un jour, ils vont tous rembourser tout ce qu'ils sont en train de bouffer aujourd'hui pour le Bénin. Parce que le Bénin a une âme. Le Bénin a une âme. Et quand ils transgressent l'âme du Bénin, ils vont ramasser les pots cassés. Et c'est ce qui se passe aussi avec le dictateur Adigba Srego aujourd'hui. Je crois que je ne suis pas seul sur le panel maintenant. Oui, il y a d'autres qui sont ici. Et nous allons leur laisser le temps aussi de développer le truc. Parce que une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, je suis là pour le moment et nous allons revenir. Merci beaucoup, Fofanik. On a un ami qui est avec nous aussi, qui est mon pays. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Oui, allô, bonsoir, le panel. Oui, bonsoir, oui. Bonsoir, Frankie.
de mon pays. Vraiment, merci pour le développement. Merci pour votre intervention. Et non, je pense que tout le monde, on voit ce qui se passe dans ce pays actuellement. La souffrance, comme vous l'avez dit, tout ce qui va de mal dans ce pays. Je ne vais pas monopoliser la parole, je suis venu juste poser une seule question. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui afin que nous également, c'est qu'on doit vous suivre par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient de ce qui se passe dans ce pays-là, le Bénin. Alors, qu'est-ce que vous proposez? On a parlé d'audit du fichier électoral. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? C'est toute ma question. Et la question m'est destinée ou bien à M. Jules Dessous. Hein, mon pays? Ah oui, la question vous est destinée. Parce que, bon, en fait, je veux bien, en fait, on veut suivre un leader vraiment qui... Ok, ça crache un peu mon pays, ton audio et ton micro plutôt. Donc, avant de laisser la parole à Fofane qui va essayer de répondre à la question, je voulais rappeler à tous nos amis qui sont là, s'ils souhaitent prendre la parole par rapport à l'audit du fichier électoral ou bien au code électoral dans la perspective des élections générales 2026, ils peuvent demander à monter. Donc, il faut toujours rappeler que Patrice Talon, au cours de ces 9 ans, a organisé 3 élections. Et en 2019, on sait les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées, avec tout ce qu'on a eu comme perte en vies humaines, avec le résultat final qui est une Assemblée nationale qui était monocolore. En 2020, les élections communales de 2020 aussi, c'était avec des hauts et des bas. On se rappelle que au beau milieu de l'installation des maires, le gouvernement ou Patrice Talon a dû arrêter l'installation des maires pour modifier les lois, pour pouvoir nommer les maires. Donc les maires qui sont en place dans les 77 communes aujourd'hui au Bénin, il y a certains maires qui ont été élus par les conseillers, il y a d'autres qui ont été nommés. Donc cela montre que ces élections aussi n'ont pas été, on peut dire, crédibles. En 2021, qui est l'apothéose du massacre, donc en 2021, on a vu ce qui s'est passé avec des chars qui ont tiré partout sur des maisons et autres, et puis il y a eu beaucoup de morts. Donc nous allons maintenant dans une étape, on va dire, décisive des élections générales. On aura 3 élections en une même année, et ça pose quand même de problèmes si aujourd'hui encore, il y a tellement de questions d'interrogation par rapport aux lois électorales qui vont régir ces élections-là, et à toutes les incertitudes. Fanning parlait tantôt des candidatures. On sait qu'aujourd'hui, même à moins d'un an, à moins d'un an du dépôt des candidatures, tout au moins pour la présidentielle, on ne connaît, à part Kem Seba qui a dit officiellement qu'il souhaite être candidat, on ne connaît pas les candidats. Et donc, ça pose quand même un problème véritable. Quand est-ce que les gens qui souhaitent gérer un pays vont dire qu'ils sont candidats, présenter un projet de société au peuple béninois pour que les gens soient bien informés de ce qu'ils pensent faire du pays et pour pouvoir faire leur choix en 2026. Donc, on a l'impression que c'est que il y a une personne comme un candidat, pour paraphraser candidat Zanlaï, on a une seule personne qui tient tout le monde dans sa main et on est obligé, en tout cas la classe politique est obligée de marcher à son rythme. Donc c'est lui qui impose un rythme donné et tout le monde a peur de se lancer. Peut-être si Kemi Seba aussi était présent sur le territoire national, il n'aurait pas dit déjà qu'il serait candidat. Peut-être les gens iront l'enlever comme ils l'ont fait pour Philippe Oundéon et comme ils ont fait pour d'autres personnalités du pays. Donc je vais laisser la parole à Fofane pour répondre à la question. Mais si vous êtes là et vous voulez vous prononcer sur ces questions-là, n'hésitez pas à demander à monter parce que le panel est ouvert. Et continuez à partager le live et à aimer le live. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez vous abonner aussi. Donc Fofane, si vous voulez répondre à Ouais, ouais, mon pays.
je crois ce que tu as dit, c'est une réalité, mais qui on va prendre? Si déjà le dictateur Adima Srego ne veut pas ouvrir le jeu politique et veut que tout le monde soit à sa solde et que c'est lui c'est lui qui est arbitre, c'est lui qui est le joueur, c'est lui qui est encore les deux camps. Les deux camps lui appartiennent. Tout compte fait, il a déjà le BR que moi je nomme tout le temps des brigands. Des brigands roublards, tu vois, ou bien l'UP que moi je nomme usurpateur propagandiste, tu vois. Il a déjà son équipe et lui-même il est encore l'arbitre. Et même dans son équipe, personne ne peut dire c'est moi je vais mettre le but. Ou bien personne ne peut se décider à être le défenseur qui va aller mettre le but dans la case. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut qu'on se lève tous pour dire non à ce fichier électoral qui est d'abord chrysogène d'abord pour commencer, et ce code électoral qui est aussi chrysogène et mortifère, qui serait plus dangereux. Plus dangereux, ce code-là serait plus dangereux que les trois élections passées. Ça va faire plus de morts. Parce que là, maintenant, on va plus tirer sur des gens dans leur maison. On va maintenant tirer sur des gens comme des poulets dehors. Et c'est ce qu'il est en train d'attendre à faire. Parce qu'il veut faire un truc comme ça, que les gens se lèvent dans la brutalité et qu'ils disent que le pays n'est pas en paix, donc il ne va pas céder le pouvoir. C'est un malin, hein. Adima Srego, c'est un malin dictateur. Parce qu'il laisse tout le monde, c'est à 2 mois maintenant, c'est à 2 mois qu'il va se décider. Si lui là, on lui avait fait comme ça, est-ce qu'il aurait l'outrecuidance de se présenter au moins 6 mois avant de venir candidater? Donc, le problème qui se pose ici, et ce qui se passe, c'est que les Béninois doivent se lever, mettre la pression sur le gouvernement dictatorial, prédateur, rapace, qui est en train de faire un jeu très dangereux, qui va apporter l'instabilité dans le pays. Et de deux, il faudrait maintenant que les Béninois se lèvent et disent non à ce code électoral, et en plus, le contrôle du fichier électoral, parce que c'est aussi une importance. C'est à cause de ça, Adima Srego est en train de faire rentrer dans le pays de ces étrangers qu'on appelle des Afro-Africains, ou bien des Afro-Américains, ou bien des Antillais, tout ça là, pour venir grossir son nombre. Parce que je vous dis, Adima Srego n'aime pas les Béninois. Il n'aime pas les Béninois, mon frère, mon pays. Il n'aime pas les Béninois. S'il aimait les Béninois, au moins, il devait déjà ouvrir le jeu politique. Pourquoi ne veut-il pas ouvrir le jeu politique? Pourquoi veut-il attraper vraiment ce code, sachant bien que le truc, ça va dans le mur, que ce truc va créer l'instabilité? Est-ce qu'il a besoin que tout ce qu'il a fait de bon dans le pays, que les gens disent que moi je ne vois pas? Parce que si les choses sont de bonnes choses, des Béninois ne vont pas se décider à traverser la mer pour aller mourir. Des Béninois qui ont un diplôme de génie civil, hein, qui ont travaillé les BTP, ils ne peuvent pas me demander de les aider à sortir. C'est hier j'ai eu ce truc-là. Ou bien avant-hier. Ça fait 2 situations très graves que je vois que le code électoral et le fichier électoral sont en train de créer pour le Bénin déjà. Parce que toutes ces têtes qui sont en train de fuir, parce que le gars m'a dit qu'il est allé à l'aéroport, qu'il a vu beaucoup de Béninois qui étaient en train de prendre de vol pour sortir du pays. Parce que tout le monde, personne ne veut plus vivre cette tuerie-là. Et mais si tout le monde sort, mais il va diriger qui? Il va diriger les animaux du parc W? Qui il veut diriger? S'il est en train de tenir tête comme ça à ce projet, s'il y tient comme ça, on sait qu'il est têtu. Il est têtu comme un âne. Mais il ne faut pas qu'il fasse ça parce que ou bien tu sais diriger, ou bien tu ne sais pas diriger. Le pays, ce n'est pas une industrie personnelle. Ce n'est pas le champ de coton. Ce n'est pas ces richesses de coton. D'abord, on lui laisse le temps, on lui donne des drones pour pouvoir contrôler les terreaux, hein? Dans le nord du Bénin, les terreaux qui veulent s'accaparer de l'or de Péréret, qui veulent s'accaparer de nos richesses qui sont dans le nord, parce que le nord c'est une terre rouge,
Et il y a ce qui m'étonne, il y a tous ces nordistes-là qui sont dans le gouvernement, hein, dans le gouvernement d'Adigban Srego, qui ne disent rien. Et si je vois qu'il y a un fils de Kérékou qui est aussi là-dedans, qui dit maintenant qu'Adigban Srego a travaillé plus que son père Kérékou, oh là, mon œil. Où va la jeunesse béninoise? Nous, on a fini notre côté, hein. Mais nous nous plaignons de vous. C'est vous qui n'avez pas de stabilité. Vous croyez que ça nous fait plaisir que des gens nous appellent ici pour nous dire des gens de choses comme ça? Ça touche. Et je sais, il y a beaucoup de Béninois qui n'arrivent pas à dire la vérité. Et c'est cette hypocrisie-là qui va nous amener dans la tombe. Et qui va nous amener, qui va faire que nous allons hypothéquer l'avenir de nos enfants, des progénitures de nos petits-enfants. Parce que lui, là, quand il prend les crédits, les emprunts obligataires pour nous dire qu'il nous crée des voies, mais il ne fait même pas, il ne crée pas des hôpitaux. Est-ce que vous avez jamais entendu que Macron est venu en Afrique se soigner? Est-ce que vous avez jamais entendu que Trump est descendu des États-Unis pour venir se soigner en France? Non. Les gens essaient d'organiser les hôpitaux chez eux. Ils essaient d'organiser le vote chez eux. Et puis, c'est normal que les gens aient un fichier. Regardez par exemple ce problème de fichier qui est en train de se poser aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Chez le Bourki de Sendou. Le Bourki de Sendou, là. Fanik. Encore quelques secondes pour que j'ai deux autres amis qui sont sur le panel. Je vais leur permettre aussi de dire quelques mots. Je dis, il n'a qu'à voir ce problème de fichier électoral qui se pose en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il ne faut pas que cela se pose aussi au Bénin. C'est les dictateurs. Les dictateurs ont cette technique-là d'embrouiller toute la structure électorale. Donc, je crois que nous allons laisser la parole. Oui, je vais revenir à vous tantôt. Je vais revenir à vous. Le guide, vous pouvez prendre la parole. Merci les panélistes. Bon, j'ai écouté Fofana et puis je souhaiterais juste faire une motion par rapport à ce qu'il a dit concernant les afro-descendants. Bon, moi, au moment où il parlait, moi, j'ai essayé d'aller sur le site du gouvernement, du secrétaire général du gouvernement pour afficher la loi. Nulle part, il a été mentionné que les afro-descendants auront des activités politiques. Il a été bien mentionné qu'ils ne pourront pas participer aux activités politiques, ils ne pourront pas voter, ils ne pourront pas travailler dans le pays. C'est clair et net et mentionné dans la loi. J'ai la loi devant moi, je suis en train de le lire. Donc, je souhaiterais que si nous prenons la parole et dire des choses, parce que c'est notre pays. Hein. C'est notre pays. C'est-à-dire, je comprends les frustrations, tout, mais si nous disons des choses comme ça, et puis tout le monde entend, c'est vrai, parce qu'on dit des choses, tout le monde, c'est quand ça va, c'est fini. Nulle part on dit que les afro-descendants participent aux activités politiques. Ils ont juste, tout a été encadré. Ils auront le passeport du pays, ils peuvent rester, voyager, rester et faire leurs activités, mais pas participer, ils ne peuvent pas être éligibles ni participer aux activités politiques. C'est écrit noir sur blanc dans le truc. Donc c'est ça que je voulais dire par rapport à ce que Fofana dit. Maintenant, le thème c'est audit du fichier électoral et code électoral. Bon, l'audit est en cours. Le guide, une minute, je peux te répondre parce que quand on vit en Europe là, si tu as la carte d'identité de l'Europe, tu es dans la triste obligation de voter. Ok? Tu es dans la triste obligation de faire le vote. Tu es dans la triste obligation d'avoir des activités pour l'évolution de ce pays. Tu ne vas pas seulement venir rester dans le pays pour le plaisir. Ah non. Bon, ce n'est pas mentionné dans la loi. Bon, c'est pas. Moi, j'ai la loi. Je peux vous lire ce qu'il fait écrit. Si vous voulez, je peux vous lire. Ouais, je dis pas non. Je dis pas non. Combien de choses ont été mentionnées dans la loi ici dans le pays et puis que les gens ne respectent pas. Bon, je parle de l'article 14 dit la nationalité béninoise par reconnaissant qu'on fait aux bénéficiaires la liberté d'entrée, de séjour et de sortie du territoire béninois, de la République du Bénin. C'est tout. Le bénéficiaire a le droit d'établir une attestation de nationalité béninoise par reconnaissance et d'un passeport béninois. C'est assez, c'est tout.
Ouais, Il n'y a pas autre chose tout dans le truc. Peut-être à la longue, peut-être à la longue, un autre régime peut venir changer, les choses vont évoluer tout. Bon, la vie, vous voyez, la vie est dynamique, les choses peuvent changer à la longue, mais si cette loi reste comme ça, les afro-descendants ne peuvent pas voter, ne peuvent pas voter, ne peuvent pas faire des activités politiques. C'est exclu complètement, ces choses-là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le guide. Tu sais que dans le Nord, il y a plus de tués par les terreaux qu'on nous dit. Oui, je sais. Alors, si les gens mettent des trucs comme ça sur des trucs à l'aise, faut savoir que c'est pour nous endormir. Faut pas croire aux dictateurs. On ne suit pas les dictateurs comme ça. Non, nous ne suivons pas. Nous faisons, vous savez, nous avons un certain âge, nous sommes tous à l'extérieur. Donc, bon, c'est juste. Ok. Le guide, par rapport à la question de fichier électoral, du code électoral, tu peux donner ton avis sur ce volet-là, oui. Bon, moi je pense que pour l'audit, je me prononce sur l'audit. Pour l'audit, l'opposition a formulé des doléances qui est respectée, pour ne pas dire qui est en train d'être respectée par le pouvoir en place en leur entourant le budget qu'ils ont demandé, sans même enlever un iota de leur budget, un peu moins de 160 millions de nos francs qu'on leur a remis. Donc attendons qu'ils fassent leur audit et puis nous allons analyser les conclusions. Nous allons analyser les conclusions quand ils vont finir. Nous tous serons tous informés parce qu'ils sont en train de travailler actuellement. Et puis on verra parce que actuellement on n'a pas encore la conclusion de leur audit. On n'a pas le rapport encore. Donc attendons qu'on ait le rapport. Si on a le rapport, nous allons analyser, nous allons interpréter. Bon, maintenant tout ce qu'on a dit maintenant, tout ce qu'on va dire actuellement, ça va servir à quoi? Puisque vous parlez de l'audit, le gouvernement a cédé aux préoccupations de l'opposition. Bon, le débat est clos. Normalement, il ne doit pas de débat actuellement. Ça, c'est par rapport à l'audit. Pour le code, moi, je dirais que il est temps qu'on discipline un peu les acteurs politiques. Parce que pendant des années, ce pays a été pris en otage par ces acteurs politiques. Moi, je n'ai même pas de sentiment pour eux tous inclus. Quand on me dit acteurs politiques là, c'est des gens qui vivent seulement sur leur intérêt. Ils n'ont jamais pensé au pays. Les acteurs politiques, ils veulent quoi? C'est-à-dire que mettre le peuple devant, monter le peuple va se faire tuer. Et mais un jour élu. Quand vous voyez les députés aujourd'hui, les députés de l'opposition, les démocrates là, mais quand ils prennent leur salaire là, mais ils donnent combien à qui? Mais ils sont aujourd'hui à plus de 4 millions. Ces députés là sont à plus de 4 millions. Est-ce que dans les 4 millions là, ils ne peuvent pas cotiser 100 000 ou bien 1 million pour aller distribuer ça aux gens? Moi, ils ne me donnent rien. Moi, le peuple n'a rien dans leur salaire. Même qu'on appelle, les suppléants sont à 500 000. Mais c'est nos sous. Monsieur Jules, c'est nos sous. Et moi, je vais encourager, je vais me mettre à crier et audit du fichier électoral, code électoral. Non, ça, c'est eux, ça. Parce que quand eux seront élus là, ils ne pensent plus au peuple. Ils ne pensent plus au peuple. Des gens qui sont élus par hasard, moi je les vois en ligne, je les vois sur leur chaîne quand il y a des votes de loi. Moi, je vois ce qu'ils font. Je vois des dames qui sont là, qui dorment. Et je me dis, voilà les élus. Et après, ils vont prendre leur salaire, aller nourrir leur famille. Et puis voilà. Et nous, c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui va en souffrir. Non. Les acteurs politiques, c'est des gens qu'il faut discipliner. Et moi, j'approuve cette réforme pour les discipliner. Parce que c'est les gens politiques. Si quelqu'un veut faire la politique, la personne va respecter le code électoral qui est déjà voté, qui devient même une loi. Moi, je ne sais pas pourquoi on s'attarde sur ce débat-là, des hommes politiques. Est-ce que c'est ça qui va développer le pays?
Est-ce que quand on a fait la politique, que cette manière de faire la politique depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, là, ça nous a apporté quoi? Moi, je ne sais pas ce que ça nous a apporté. Des gens se bagarrent juste pour les pouces. Des gens qui vivent de ça. Quand on me dit, par exemple, que les acteurs politiques réclament le port de Cotonou, que c'est eux qui vont gérer. Mais réfléchissez un peu. Comment un acteur politique va exiger? Parce que le président l'a dit. Que les gens, même ces partisans, même sont venus pour dire, nous voulons le port là. Nous voulons gérer le port. Monsieur Jules, est-ce que c'est normal? Comment un pays peut évoluer comme ça? Eux tous, ils veulent les marchés. Il faut la politique, ils mettent les bâtons dans les roues du pouvoir, juste pour avoir les marchés. Et c'est pour nourrir les enfants. Leurs enfants ne sont pas payés. Moi, je vous le dis. Leurs enfants, là, ne sont pas au pays. Vous pouvez chercher. Eux tous. Moi, j'étais venu la dernière fois, le décembre passé, le 25. Et ce que j'ai vu, par exemple, que j'étais là dans le hall, arrivé. Je vois Erin Nouveauneté qui accueille son enfant, sa fille. Qui accueille sa fille dans le hall. D'abord, j'étais contre ça parce que normalement, un visiteur ne doit pas rentrer dans le hall, départ ou arrivée. On nous applique cette loi, mais lui, on lui a fait une exception. Ce que moi, je n'ai pas apprécié. Parce que nulle part, il a été écrit sur la porte que non, c'est interdit aux visiteurs sauf les députés. Non. Et puis, il n'est pas là dans le cadre d'une activité politique. Moi, je l'ai vu. Et il a accueilli sa fille. Il a dit, voilà. Sa fille est venue, il a accueilli, il a dit, voilà. Après, c'est pour mettre le peuple devant et puis pour casser les choses. Oui, le guide, sur cette question, première chose, on va essayer d'éviter d'appeler les noms. Sinon, moi, je sais que Diogweno aussi a son garçon en France. Donc, si on va commencer à dire ces choses-là, on va exposer les gens. Donc, eux tous, les acteurs politiques de façon générale, ils ont tous leurs enfants un peu partout dans le monde. Donc, ce n'est pas nécessairement les acteurs politiques de l'opposition ou de la mouvance, on va dire eux tous. Donc, eux tous, c'est ce que j'ai mentionné. Bon, je mentionne ça parce que c'est ce que j'ai vu. J'ai au moins vu ça de mes propres yeux. Excuse-moi pour ça, mais c'est parce que j'ai vu ça que je suis en train de mentionner. Bon, je dirais, un acteur politique, j'ai vu devant moi qui est venu, et puis voilà. Donc, nous allons attendre pour voir l'audit, les conclusions de l'audit, le rapport, et nous allons apprécier. Donc, je m'arrête pour le moment. Et merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Ok, merci beaucoup. Mon pays a demandé une motion, donc je vais lui permettre sa motion, et puis après, je vais donner la parole à Aka. Mon pays, allez-y. Ok. Tout à l'heure, M. Fanik, j'ai posé par respect une question que M. Fanik ne m'a pas répondu. L'audit du fichier électoral, on a demandé, l'opposition a demandé l'audit, comme l'a dit le guide. Attendons d'avoir quand même le rapport de l'audit par rapport au code électoral, par exemple. Le président actuel, il a montré les limites de notre classe politique. C'est tout. Parce que c'est le système partisan qui décensure maintenant ce code électoral que nous avions aujourd'hui. Et s'ils sont avec lui, il a certainement déjà expliqué quand même le système partisan et ils sont tous déjà d'accord. Si aujourd'hui ils ne parlent plus, donc ils doivent respecter cela. C'est pourquoi aujourd'hui personne dans la mouvance ne peut pas se lever et dire quoi que ce soit parce que vous avez déjà signé un accord déjà depuis le début. Et le gars avant de venir, c'est celui qui il vous a déjà parlé du système partisan. Il veut mettre de l'ordre quand même dans notre classe politique. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Moi, je pense très bien que ce qu'il est en train de faire là, c'est mettre de l'ordre dans la chose. L'argument que l'on utilise aujourd'hui, c'est que si ce système partisan, ou bien si ce code électoral était là, est-ce que lui, là, il sera président? Certes, il ne sera pas président, mais pourquoi ses prédécesseurs là, n'ont pas vu les choses comme ça? Si eux, ils avaient fait des choses comme ça, est-ce que lui sera là? Ça commence toujours quelque part. Ça commence toujours quelque part. Donc, la seule chose que nous pouvons dire, c'est quoi? Qui sont ceux qui forment la classe politique aujourd'hui?
Le pays a été trahi depuis 2016, l'avènement de 2016. Notre cher aîné, notre cher grand, là, le candidat Azanaï, qui aujourd'hui parle, il nous a déjà trahis depuis. Si déjà lui, on lui a proposé d'être candidat, déjà, il dit que quoi, lui ne peut pas parce que lui, il a la vision, l'intérêt général et l'autre est privé. Et il se permet maintenant de soutenir maintenant le privé là, pour être quand même quoi, un ministre d'État qui, après, on l'a trahi, il a accepté maintenant d'être ministre délégué. Et après, il a démissionné et tout ça là. Ça veut dire que quoi, il a déjà trahi le pays. Maintenant, ils sont en train de nous vendre quoi aujourd'hui? Et c'est les pauvres, là, qui vont maintenant se lever pour dire quoi, pour faire quoi? Si déjà eux-mêmes, ceux qui doivent normalement faire le travail, n'arrivent pas à faire le travail, n'ont pas fait le travail à temps. Et c'est maintenant, on veut appeler maintenant le peuple pour dire, allez, venons, on va lutter pour faire quoi, Moi, je pense que normalement, la question, le débat ne devait pas être là, à ce niveau aujourd'hui, là où nous en sommes. Le débat, est-ce que quoi? Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui pour notre pays? Qu'est-ce que nous devons proposer? Ce que nous devons proposer, est-ce que c'est dans l'intérêt général? Et qui sera ce leader-là qui peut incarner maintenant cet intérêt-là, général-là? Dans notre classe politique, là où l'opposition comme la mouvance, eux tous, ils n'ont plus aujourd'hui le choix. Qui peut faire ce travail-là? Aujourd'hui, nous sommes dans le concret. Si on parle de Patrice Talon, peut-être le président actuel aujourd'hui, on peut vous parler du concret. Et tout le monde voit ce qui ne va pas comme ce qui va. Et lui-même, je vais dire, il est conscient parce que quand il prend la parole, il vous parle du Béninois, c'est-à-dire du paysan, du dernier paysan du pays. Il vous parle de... Donc, ça veut dire quoi? Il est conscient de notre souffrance. De la même manière, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Et pour ça, nous-mêmes, on voit déjà ce qu'il fait. Même si on fait un truc de 100 francs et puis on nous dit que c'est pour 1000 francs qu'on fait. Bon, mais le Béninois qui n'a rien à voir avec ces choses-là, il comprend déjà ce qui se fait, ce qui se passe. Avant, en période de pluie, on sait ce qui se passe au Bénin. Mais aujourd'hui, on voit encore ce qui se passe. Donc, le débat aujourd'hui, on devait tourner le débat autrement et nous proposer des trucs concrets. On connaît la souffrance déjà du pays, mais il faudrait que le débat soit recentré. Vraiment. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Ok, je vais permettre maintenant à Aka de prendre la parole. Aka, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Jossou. Pardon? Okay. Oui, bonsoir. Oui. Le politique de mon pays, tu as parlé des choses, je me suis dit, mais est-ce que lui, il est au pays? Parce que là, vraiment, mon pays, excuse-moi, hein, on voit tout, hein. On voit tout ce qui se passe depuis longtemps. Mais qu'est-ce que toi, tu peux dire maintenant qu'on va faire une proposition? Qui va te donner un fichier correct? Les gens sont seulement prêts à bouffer l'argent. Même les sous qu'on a donnés aux démocrates là pour faire quoi que ce soit, même s'ils vont continuer. Mais qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce que vous nous proposez alors? Ce qu'on propose, c'est que tout soit fait dans les normes. Et que chacun Il n'y a pas, en politique, moi je pense que rien ne peut pas être fait dans les normes, monsieur Fanning. En politique, là, si des choses pouvaient se faire dans les normes, là, on ne serait pas là aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, là. On ne serait jamais là aujourd'hui. Même le plus brillant, le leader le plus fort du pays, je vous dis, il va détourner l'attention après. Mais c'est le minimum, là, accompagnons ce minimum, là, et cherchons à améliorer ce minimum, là. Le minimum avec le vol centralisé. Mais les vols existaient avant. Les autres ont volé plus que ça. Le vol existait. Mon pays. Mais aujourd'hui, il y a une fico stratégique. Ouais. On ne vole plus avec truc là. Avant, c'était gang. C'était avec beaucoup de trucs là. C'est-à-dire, on sait que c'est du vol, mais on vole. Mais aujourd'hui, on vole avec un peu de aisé, c'est un peu modernisé. Ok, c'est tout. Oui, mon pays. On est conscient de ça. Mon pays. Oui, j'ai une question pour vous.
si vous avez suivi le débat entre les deux tours, entre Lionel Zissou et Patrice Talon, est-ce que vous vous rappelez qu'on a reproché à Patrice Talon d'avoir 25 dossiers de crimes économiques? Donc, ici, on reconnaît ça. Si vous dites aujourd'hui qu'il y a le vol avant... Et lui-même, le jour là, il a même dit ça le jour là, qu'il fait partie de ceux qui ont enfoncé le pays. Mais s'il vient, c'est pour quand même essayer d'apporter le pays. Il a dit ça. Ok. Le jour là, je dis, ce débat a clos tout. On va permettre, s'il vous plaît, on va permettre à Aka, qui n'a pas encore pris la parole, d'intervenir, et puis vous pouvez réagir après. Ok, d'accord. Oui, Aka, vous pouvez prendre la parole. Oui. Ok. Merci beaucoup. Bon, bonsoir à tous. Je vous remercie pour le débat. Je voulais intervenir par rapport au code électoral, mais avant, j'ai suivi le guide qui est passé juste avant moi, qui a donné un exemple. Heureusement que vous avez réussi à lui faire l'observation. Moi, je pense que il faut qu'on évite de nous emporter sur un certain nombre de choses. Nous sommes tous béninois et d'ailleurs, on est sorti aussi du Bénin. Il n'est pas du tout bien qu'on se mette à citer les noms et surtout qu'on dise parce que quelqu'un politicien, son fils ou ses enfants ne sont pas censés sortir du pays. Ça, je vous remercie pour cette observation-là. Et pour revenir à ça, je pense que même dans les grandes puissances, que ce soit en France ou aux États-Unis, à un moment donné, là où se trouve le savoir, on peut toujours envoyer quelqu'un peut toujours décider d'envoyer son enfant. Toutefois, nous devons encourager nos politiciens à mieux penser à consolider le système dans nos pays, de telle manière qu'on puisse avoir tout dans nos pays, le savoir-faire. Mais si au-delà de ça, quelqu'un veut sortir, il peut toujours sortir. Pour revenir à ce qui fait l'objet de mon intervention, c'est par rapport au code électoral. Moi, personnellement, je reconnais que le code électoral est impersonnel de manière générale, comme on le dit, mais en l'état, il a beaucoup de situations qui font que ça n'avantage pas tout le monde, ce qui a été toujours le cas. Le code électoral, pas seulement cette fois-ci, le code électoral a déjà prouvé ces aspects d'exclusivité. Je parle sur du factuel. Si je me rappelle donc des élections communales où le PRD d'alors avait vraiment avait beaucoup de votants à Porto Novo, mais au final, ils n'ont pas réussi à avoir le pourcentage qu'il fallait. Je crois que c'était 10% sur le plan national et du coup, ils ont perdu les sièges. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas nouveau et c'est regrettable. Et partir de 10% pour 20%, ça montre clairement, sauf si on ne veut pas reconnaître les choses, ça montre clairement qu'on est en train d'emprunter un chemin qui va encore davantage exclure les gens. Donc là, je suis tout à fait lucide là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il faut proposer par rapport à ça? Moi, je pense que c'est le système qu'il faut changer. Pour moi, à partir du moment où un régime, ce n'est pas une question de... Il ne faut pas qu'on fasse des débats de personnes. Aujourd'hui, si quelqu'un veut être dans l'opposition et faire un débat et surtout faire un combat contre le régime et que la personne doit se focaliser sur le président en exercice ou sur un membre d'un gouvernement, franchement, ça ne suffira pas pour changer quelque chose. Pourquoi je dis ça? Un système a été installé bientôt 10 ans déjà. Pendant ce temps, on a des lois qui ont été votées et si on est républicain et si on se dit légaliste, c'est qu'on est clair qu'on ne peut pas faire un combat et outrepasser les lois. À partir du moment où on a des lois qui cadrent le système du numérique, qui encadrent la vie même en politique, déjà, il faut qu'on change de système parce que je ne vois pas par quel moyen aujourd'hui on peut s'organiser ou manifester sans enfreindre à ces lois. C'est pour ça, moi je dis, si on veut vraiment sauver
la face surtout, hein, parce que quel que soit celui qui viendra à un moment donné, la question de la politique, de la démocratie a toujours été comme ça. Quel que soit celui qui viendra, on trouvera toujours des défauts. Mais si on veut vraiment faire les choses et surtout espérer changer les choses ou obliger le régime en place à se conformer à ce qui va nous arranger vis-à-vis de ce qu'on estime être l'idéal, c'est qu'il faut imposer un rapport de force. Et ce rapport de force, parce que ça a toujours été le cas dans la politique, ce ne serait pas de sortir dans les rues, mais ça va être de se regrouper. Aujourd'hui, pour modifier le code électoral, évidemment que ça doit se faire à l'Assemblée. À l'Assemblée, quel est le parti majoritaire? C'est la mouvance de loin. Donc, si on est démocrate, je pense que si on lance aujourd'hui le vote, c'est qu'on sait qui va l'emporter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le parti au pouvoir puisse concéder un peu sa force et avoir un peu de recul? C'est que le rapport de force qu'il faut, c'est qu'il faut amener le camp d'en face à comprendre qu'on est capable de se regrouper. Si aujourd'hui l'opposition arrive effectivement à se regrouper, à laisser les divergences et à se mobiliser comme un seul homme, ça fera peur au parti d'en face. Pourquoi? Parce que le code électoral, quand bien même qu'il discrimine une partie, il ne donne pas toutes les chances non plus au parti d'en face. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui on réussit, par exemple, je vais caricaturer, hein, si aujourd'hui Adiavon, même s'il n'est plus au pays, il a quand même une base, il a quand même une force. Si aujourd'hui les Soglo, avec tout ce qui s'est passé, ils ont quand même une base. Si aujourd'hui le camp de Yahi, si aujourd'hui tous ceux qui se sentent déçus de ce qui s'est passé démocratiquement, décident de se mettre ensemble, on est sûr que quelles que soient les manigances, y compris à Zanaï, quelles que soient les manigances, c'est que même s'ils ne peuvent pas avoir les 20% partout, ils seront capables de mettre le régime en place à l'échec dans au moins une circonscription où ils ne pourront pas avoir les 20%. À partir de ce moment, le rapport de force s'impose. Tant vous n'avez pas réussi à avoir les 20% partout, même si nous, on n'a pas réussi, c'est qu'on aurait pu empêcher que vous ayez un 20% quelque part. Et si le régime en place voit déjà cette menace arriver, à partir de ce moment, le rapport de force fera qu'une crainte va les amener à dire, bon voilà, on va peut-être rester sur les 10%, on va peut-être ouvrir un peu pour éviter le chaos. Donc moi, je pense que c'est mon analyse, hein. C'est-à-dire, c'est pas la force vraiment qu'il faut utiliser face à un régime. On a déjà vu en 2019, on a dit, ça ne peut jamais se passer. Au Bénin, on ne peut jamais avoir un parti siamois au pouvoir. Mais on l'a eu. Rien ne s'est passé en plus, en dehors des morts. Donc, il faut qu'on change de système pour vraiment sauver le pays. Sinon, une opposition avec la violence n'aura même pas la chance de prospérer. C'est mon analyse. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre contribution. La seule observation que je peux faire aujourd'hui au Bénin, c'est que ce qui va sortir des urnes, ce n'est pas le résultat qui sera affiché. On se rappelle de ce qui s'est passé en 2023. Même s'il y a une grande coalition de l'opposition, ce qui est sûr, la Sénat est contrôlée à 100% par le pouvoir, la Cour constitutionnelle à 100% par le pouvoir. Donc, ça ne changera rien aux résultats qui sont prêts à afficher, peu importe ce que les populations vont faire à travers leur vote. Je vais permettre à M. Simon de réagir. Si vous permettez, par rapport à ce que vous avez dit, on a un exemple. Vous avez vu les élections législatives à Parakou? Vous pensez que le régime en place aurait pu dire autrement si le peuple vote majoritairement? Si le peuple vote majoritairement, le trucage n'est pas possible. Ça, il faut le reconnaître. Et on a vu le cas avec Parakou. Donc, et on a vu le cas avec même Cotonou pour l'élection législative. Donc, je ne suis pas du tout sûr qu'un régime puisse frauder au point où tout le monde vote. Au Bénin, on n'est pas à ce stade-là. La belle preuve, c'est qu'on a vu le cas de Parakou où Badamassi n'a même pas pu se faire réélire. Je vous remercie. Badamassi n'était pas sur la liste en 2023. Bien sûr qu'il était sur la liste. Il n'était pas en tête de liste, mais il était sur la liste.
À ma connaissance, mais on peut vérifier, je vais vous revenir d'ici, si vous restez là quelques secondes, mais à ma connaissance, Vous pouvez vérifier. il n'était plus sur la liste. Non. Ok, on va permettre à M. Simon quand même de réagir. M. Simon, vous pouvez ouvrir votre micro, et après ça va être M. Samuel. Ok, bien sûr. Merci, je vous remercie sur le panel. Je peux continuer? Oui, allez-y, oui. Oui. Bon, mais moi, ma préoccupation, c'est toujours le code électoral. Là, on a placé devant nous un piège et puis personne ne réagit et les congrégations religieuses ont dénoncé le truc, mais ils sont même pas partis au fond. Moi, je me demande, c'est 20% par circonscription électorale qu'on a glissé dans le code électoral là, et qui a passé au niveau de l'Assemblée. Si vous êtes candidat et que dans une circonscription électorale, vous n'arrivez pas à atteindre la barre des 20%, vous perdez toutes les voix que vous avez obtenues dans cette circonscription électorale. Et si, de part en part, on évolue vers une situation de blocus, moi, je suis en train de prévoir ça et on en arrivera à un point où on va se dire le vote n'a rien donné. Et Agbonon a déjà le pouvoir, il maintient le pouvoir parce qu'il a organisé une élection et puis ça n'a rien donné. Parce que tous les partis, quoi qu'on dise aujourd'hui, à part les deux blocs du président, UP, le renouveau, et puis le truc d'Abdoulaye, le ministre du développement, là, à part ça, c'est eux qui ont pu quand même éparpiller leurs membres dans tout le pays. Quand on quitte ces deux partis-là, c'est fini. Les démocrates, bon, ils vont faire ce qu'ils pourront, mais ça m'étonne qu'ils puissent réunir 20% sur plus de 4-5 circonscriptions électorales. Et même, à part UP, le renouveau, mais le BR. Enfin, moi, je trouve qu'on a devant nous un piège et je prévois qu'à l'issue de ces élections de 2026 là, on aura une situation de blocus et puis, à défaut d'un candidat élu, celui qui est là, il demeure là. C'est ma préoccupation. Et je pose mon problème sur le panel. Si des gens ont des explications à me donner par rapport à ce code, que moi je vois déjà un piège, j'attends les explications. Merci. Merci beaucoup. Je me rappelle que la même question avait été posée à Oden Aladatin pour dire si à l'issue de l'élection législative tout au moins, aucun parti politique ne réunit les 20%, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit que les élections seront reprises. Et c'est à nous de se demander où est-ce qu'il va trouver le budget pour reprendre les élections 20 fois. Donc si on va aux élections 20 fois et les partis n'arrivent pas à réunir 20% dans chaque circonscription électorale, on va reprendre tout le temps les élections. Donc ce n'est pas réaliste. Et c'est pour ça que moi je reviens à ce que j'avais dit précédemment du fait que c'est eux qui ont tout en main, donc et même s'ils n'ont pas, à travers le vote des populations, les 20%, ils vont l'avoir à la Sénat et la Cour constitutionnelle va confirmer. Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est vraiment maintenant, pas après les élections, sinon après les élections, ce serait trop tard. Ok, on va permettre à M. Samuel et puis ça va être M. Diagué après. M. Samuel, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir le panel. Et l'auditeur du fichier électoral, moi je crois que ce n'est pas, c'est-à-dire c'est une balade. C'est une balade. Le problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est comment réunir les 20%.
C'est là le problème. Quand on révise le fichier électoral ou pas, le vrai problème, quelle partie de l'opposition est capable d'avoir 20% aux élections législatives? Il n'y a pas. Eux-mêmes doivent savoir que c'est impossible pour eux d'avoir les 20%. Ils ne peuvent pas avoir. Ils ne peuvent pas. Parce que le terrain est déjà miné par les deux partis du pouvoir. Les UPR et le BR. Même les UPR et les BR, il y aura des situations de conflit entre eux dans certaines circonscriptions électorales. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation où c'est sauf qui peut. C'est sauf qui peut. Et l'opposition est en train de laisser le vrai problème et s'attaque. Le fichier n'est rien. Le fichier, qu'on révise ou pas, c'est le même résultat qui va faire. Le vrai problème, c'est comment faire pour avoir les 20%. Ça doit être leur préoccupation. Qui ne court pas derrière, je ne sais pas, ces gens d'aventure, quoi. Le vrai sujet, comment vous allez faire pour avoir les 20%. C'est à ça qu'ils doivent penser. Et non, audit du fichier électoral ou bien retour des filets ou bien. Non, ce n'est pas le problème qui est là. Le vrai problème, est-ce qu'en janvier 2026, il peut avoir 20%? Oui ou non? C'est ça. Et il doit commencer par qui laisse cette affaire. Tout compte fait, le code électoral ne peut pas être le code électoral ne peut jamais être réglé actuellement. Eux-mêmes le savent. Et quand le politique candidat Azanaï dit qu'il faut la renaissance, quelle renaissance vous allez faire là? Il n'y a aucune renaissance. C'est bien d'adapter une stratégie pour avoir les 20%. C'est tout, hein? Moi, je m'en arrête là. Merci beaucoup. Maître Adjagbe, vous pouvez prendre la parole maintenant. Bonsoir, chers frères sur le panel. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci pour tout ce que vous faites, Biafrica. Merci infiniment. Je vous respecte pour cette volonté et ce professionnalisme. J'ai suivi un peu certaines personnes. Je n'étais pas là au début. J'ai pris certaines choses au vol et je voudrais répondre par rapport à ça. Je voudrais donner mon avis plutôt par rapport à ça. Quand j'entends quelqu'un qui dit qu'on est dans le concret, qu'avec Talon c'est le concret, que tout le monde voit les réalisations, j'ai envie de demander à ce monsieur s'il a visité la Côte d'Ivoire et le Ghana dans les années 2000. C'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Il va remarquer que ce qui est en train d'être réalisé maintenant est obsolète ou bien c'est du noviciat par rapport à ce qui existait dans ces deux pays dans les années 2000. Et ces deux pays-là sont à quelle étape aujourd'hui par rapport à la France? Quelle autonomie ils ont? Est-ce qu'il y a pour autant la joie au sein de leur population? Pas du tout. Le combat continue chez eux et le peuple continue de se plaindre. Ça veut dire que le problème n'est pas dans les réalisations. Oufouet a fait des années, il a mis beaucoup de moyens, on a vu, mais au finish, le peuple continue de réclamer. Le problème n'est pas dans l'enfumage pour montrer ce que tel a fait, ce que tel a fait. Or, malheureusement, le peuple est tellement naïf et c'est ça qu'on met devant pour le tromper. Donc, il faut qu'on efface cette manière de montrer qu'on a réalisé quelque chose. Tout le monde peut le faire, n'importe qui peut le faire. Il suffit d'une question de volonté. Maintenant, dans cette logique, je voudrais plutôt qu'on évalue le président par rapport à ses promesses et non par rapport à ce